Alors, la deuxième loi de Newton, comme d'habitude, là, pour ce chapitre, je vous ai déjà tout écrit parce que le but, c'est qu'on passe vraiment du temps sur les explications et qu'on passe vraiment du temps sur les applications derrière. Alors, en fait, cette deuxième loi de Newton, elle a un énoncé qui est relativement simple. Je vais vous demander de l'admettre et puis on verra que de toute façon, c'est quelque chose qui a été un petit peu pensé par Newton. Bon, il y a cette fameuse histoire avec Newton était adossé contre un arbre, il y a une pomme qui tombe sur sa tête, etc. Et puis là, il s'est dit, oula, il se passe des choses bizarres, et puis il a pondu cette loi-là. Ouais, peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être aussi une légende, mais en tout cas, lui, tous ses travaux ont mené progressivement à sa deuxième loi. Il a fait 3 lois Newton. La première, le principe d'inertie qu'on vient de voir, la deuxième ici, puis il y en a une troisième qui est un peu moins importante. Mais la deuxième, de loin, c'est la plus importante, et celle qu'on va utiliser énormément cette année. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième loi de Newton? Elle dit que dans un référentiel galiléen, on a vu ce que c'était un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel on peut appliquer le principe d'inertie, voilà, on vient de le voir, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un point matériel, donc là on va juste parler d'un point, mais ça peut être un corps, ok? Là, je pourrais dire, tiens, je considère un point, on va regarder les forces qui s'appliquent sur ce point, mais si je prends un corps par exemple sphérique, le point caractéristique d'un corps sphérique, ça va être par exemple son centre d'inertie, ok? On va dire, tiens, si on veut suivre un ballon, on va suivre le centre du ballon. Ce sera suffisant. Okay, si on veut suivre le mouvement d'une voiture, par exemple, on va pouvoir suivre un point particulier sur cette voiture. Okay, donc nous, souvent, on va travailler juste avec des points. Mais vous voyez qu'un point, on peut l'assimiler à une partie d'un objet et du coup au mouvement d'un objet, sans trop de soucis. Donc là, en fait, la deuxième loi de Newton, elle dit tout simplement que les forces qui s'exercent sur un point matériel, c'est la somme de ces forces vectorielles, c'est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement du point matériel. Alors, je vais me dire, le vecteur quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est? Je ne vous demande pas, ce truc-là, je ne vous demande pas de le savoir, de savoir, enfin, on pourrait le démontrer, on pourrait faire des choses là-dessus. Il y a juste une définition toute simple sur le vecteur quantité de mouvement, je vais vous la donner. En fait, le vecteur quantité de mouvement, on l'appelle petit p, d'accord? Pas confondre avec grand P qui est le poids. Et c'est simplement égal à la masse d'un objet, par exemple, fois son vecteur vitesse. Ouais. Donc ça, c'est le vecteur quantité de mouvement, on le définit comme ça. Ça va pour tout le monde, c'est une définition. Hein. C'est comme si je vous disais, P égale mg, on vous l'a dit il y a longtemps, vous l'avez admis, oui, le poids, c'est la masse fois petit g. Ok. Là, le vecteur quantité de mouvement, on le note comme ça. Donc là, la deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces qui s'appliquent sur un système, c'est égal à la dérivée de sa quantité de mouvement, toujours, si le référentiel est galiléen. Ouais. Donc ça, vous allez voir que ça a quand même une certaine puissance derrière, qu'on va se dire, purée, c'est quand même balèze tout ce qui se passe là-dessus. Alors, concernant la somme des forces qui s'exercent sur un objet, normalement, à votre niveau, vous êtes à peu près au point là-dessus. Si, par exemple, je mets ici mon feutre sur la table, vous savez tous que là, ce feutre ne bouge pas. Il y a 2 forces qui s'appliquent sur ce feutre. Son poids, d'accord? On va le représenter. Si je représente ici mon feutre, son poids, alors on va toujours l'appliquer au centre d'inertie du système. Il est toujours vertical vers le bas, le poids. Okay. Et puis, vu que ce système ici, que ce feutre ne bouge pas, il va y avoir une force qui compense parfaitement ce poids dans le sens opposé, du coup. Et cette force, c'est ce qu'on appelle la réaction du support, on la note souvent grand R. On voit que la somme de ces forces, si on fait la somme de ces 2 vecteurs, ça fait rien, ça s'annule. Ouais. Donc là, ça respecte bien la première loi de Newton. Dans le référentiel de la salle, qui est un référentiel galiléen, la somme des forces qui s'appliquent sur ce feutre, elle est nulle ici, et l'objet il est immobile. Ça, c'est la première loi de Newton. Nous, en fait, ce que nous dit la deuxième loi de Newton, c'est que la somme des forces de ce système-là, c'est toujours égal à la dérivée de la quantité de mouvement. Ok? Mais regardez, la quantité de mouvement, c'est directement dépendant de la vitesse. Là, est-ce qu'il y a une vitesse, ce feutre? Non. Du coup, si on dérive 0, ça fait 0. Donc vous voyez, on retrouve le principe d'inertie grâce déjà à la deuxième loi de Newton. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la somme des forces, elle est bien nulle.
Et la dérivée de la quantité de mouvement, elle est bien nulle, parce que la dérivée de la vitesse, qui est nulle ici, c'est 0 aussi. Ouais, vous voyez un petit peu? Donc en fait, cette deuxième loi, elle est déjà plus générale que la première. Elle englobe la première. C'est ce que je vous ai mis ici. Ouais, la petite démonstration. Si je prends ce cas-là, par exemple, hein, la somme des forces est nulle. Vous allez le voir, la somme vectorielle des forces, c'est le vecteur nul. Alors la quantité de mouvement, elle est constante, ou la vitesse est constante. Ok? Bah, la vitesse égale 0, c'est une vitesse constante. Elle est nulle, mais c'est quand même une constante. Donc tout ça, vous voyez, ça fonctionne bien. Alors vous allez me dire, bah super, on a vu que la deuxième loi, elle nous permettait d'avoir la première, puis on se sert de la deuxième loi pour faire des choses qu'on sait déjà faire avec la première. Aucun intérêt pour l'instant. Bah si, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les corps en mouvement après. Là, je vous ai mis un fait sur la table, mobile. Ok, c'est une situation, mais il y a d'autres situations. Par exemple, si je laisse tomber mon feutre, là, on voit que le corps, il est en mouvement, il va avoir une certaine vitesse, une certaine accélération. Puis tout ça, ça va nous permettre de faire des choses vachement sympas, de trouver les trajectoires, de trouver les équations dites horaires, de trouver plein de choses là-dessus. Ok? Voilà. Ça va pour cette petite intro sur la deuxième loi de Newton? Donc ça, c'est une définition qu'il faut connaître, vraiment. Vous allez voir que c'est souvent le début de tous les problèmes de mécanique. Vous allez devoir démarrer par la deuxième loi de Newton. Quasiment tout le temps, on le verra juste après. Ouais, ça va? Pour l'instant, c'est bon? J'ai perdu personne? Bon, on avance du coup un petit peu encore. Alors, on va faire une petite remarque, parce que cette deuxième loi de Newton, vous allez voir qu'on va pouvoir la transformer un petit peu pour l'exprimer d'une autre façon, et cette deuxième façon de l'exprimer va nous servir un petit peu plus. Elle va être un peu moins générale, mais va largement nous suffire en terminale pour régler plein de problèmes. Donc là, je vous dis, remarque, seules les forces exercées par l'extérieur sur le système étudié sont à prendre en compte dans le bilan des forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce feutre, en ce moment, par exemple, si je le pose sur la table, le poids s'applique sur ce feutre et la réaction du support. Ce sont des forces extérieures. Le poids, il est directement dû à l'attraction de la Terre sur ce feutre. Donc bien, vous voyez, c'est la Terre, hein, plus ou moins, qui exerce une force sur ce feutre. Et la réaction du support, c'est pas sur le feutre. Enfin, c'est sur le feutre, mais c'est la table qui exerce. Donc on voit que c'est des forces extérieures au feutre. Mais en réalité, dans ce feutre, il y a plein d'autres forces. Vous voyez, il y a, je sais pas, à l'intérieur, il y a plusieurs molécules qui s'entrechoquent, il y a des tensions, il y a des forces qui se passent, mais ça, on s'en fiche de ces forces-là. D'accord? Toutes les forces intérieures au système, donc tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ça, on s'en fiche. Ouais. Si vous gonflez un ballon, il va y avoir plein de forces de pression sur la surface, mais ça, ce sont des forces à l'intérieur du ballon. Et celles-ci, on ne les prend pas en compte. Elles ne nous intéressent pas quand on utilise la deuxième loi de Newton. Ça marche? Ouais? Bon, super. Alors maintenant, je vais vous demander de faire une petite démonstration. Vous êtes capable de faire ça à votre niveau. On va étudier le cas d'un point matériel de masse constante. Donc petit m, c'est une constante. J'aimerais que vous me simplifiez la deuxième loi de Newton. Donc je la réécris. Donc la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système, c'est la dérivée de la quantité de mouvement, du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Vous avez le vecteur quantité de mouvement, donc je vous l'écris. J'aimerais, pour un point matériel de masse constante, donc quand la masse ici ne bouge pas, elle est constante, j'aimerais que vous me réécriviez cette deuxième loi de Newton en la simplifiant. Je vous laisse 2 petites minutes pour réfléchir à ça, c'est une dérivée toute ça. Vous avez P, vous remplacez, voilà, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire avec ça. Et là, on va avoir une deuxième expression de la deuxième loi de Newton qui va nous servir un petit peu plus. Alors là, tu dois réexprimer, là c'est la deuxième loi de Newton, tu dois la réexprimer d'une autre façon. Tu sais que la quantité de mouvement c'est ça. Et moi je te donne un indice, la masse, ça c'est une constante. Elle ne bouge pas. Si on étudie le fait, par exemple, sa masse elle ne bouge pas, elle est toujours la même. Donc à partir de ça et de ça,
réexprimer la deuxième loi de Newton d'une autre façon. Ouais? Tu injectes ça dans ça, puis tu vois ce qui se passe quand tu dérives. Ouais? Je vous laisse réfléchir une petite minute, puis après on fera ça ensemble. La dérivée, c'est aussi à n. Ah ouais, bien sûr. C'est à n et à... Alors, en maths, vous avez vu que la dérivée, de, je sais pas, k fois u, par exemple. Oui. Ouais, vous savez l'exprimer. Si c'est u fois v, Ouais, alors, c'est égal à... uv, vous avez vu la dérivée de uv? Oui, c'est u' v plus uv'. Voilà. Vous utilisez les propriétés de maths, il n'y a pas de souci. On va le faire, de toute façon. Ça va? Ouais? Alors, je le fais. Ici, regardez. Je vais remplacer... Donc, je vais dériver m fois v comme ça. On n'oublie pas les vecteurs. Hein. Si un vecteur ici, il y en a forcément un là. Hein. OK? Ça, c'est vraiment une erreur de ne pas respecter ça. Donc là, on a quoi? On a uv, si vous voulez. Enfin, uv en maths, hein, la fonction u et la fonction v. Bon, là, c'est petit v de la vitesse, ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est u'v plus uv', la dérivée de tout ça. Donc, je vais le faire. U', donc c'est dm sur dt, fois v, plus uv', donc c'est m, fois dv sur dt. Ouais, ça c'est des maths. En maths, vous savez tous faire la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Ben là, j'ai fait exactement la même chose. Attention, les dérivées en physique, on les note d sur dt. Ok? Ça va? C'est pas sur Alors, ouais, là, ça, c'est si tu as u sur v. U sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ça, c'est le rapport d'une dérivée. La dérivée d'un rapport de fonction. Là, tu as un produit de fonction. Alors là, je vous ai dit, la masse, elle est constante. Du coup, si la masse est constante, ça, la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça va? Donc là, la dérivée de la masse, c'est 0, parce que la masse est constante. Ça va pour tout le monde? Donc tout ça, ce terme-là, je vais pouvoir le barrer. Car m égale constante. Ça, vous voyez que j'ai le droit de le barrer uniquement si la masse est constante. Hein. Ouais? La dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est quoi? Comment on peut le réécrire? C'est l'accélération, tout à fait. Donc, regardez, c'est magique. Et ça, la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur un système, c'est égal à la masse fois son accélération si la masse est constante. Et là, je vais l'écrire. Car la masse est constante. Je le réécris d'une autre couleur pour que ce soit bien enregistré, ça. Ok? Donc j'ai le droit d'écrire ça si la masse de mon système est constante. Pour vous, ce sera toujours le cas. J'ai le droit d'écrire ça uniquement si la masse est constante, je viens de le démontrer. Alors vous allez me dire, si on étudie le mouvement d'un corps, un ballon, une balle, c'est toujours constant? Oui, c'est vrai. Dans quel cas la masse peut changer? Imaginez, vous étudiez le mouvement d'une voiture, d'un véhicule, le carburant, vous en consommez, donc la masse de votre véhicule, plus vous allez rouler, plus elle va diminuer. Logique, vous consommez du carburant. Donc là, vous voyez, la masse ne sera pas constante, donc on n'aura pas le droit d'utiliser ça. Ça ne vous concernera pas cette année, je vous rassure. Le décollage d'une fusée. Alors, bien que une fusée, ça perd des étages, ça perd énormément aussi de carburant initialement, donc la masse n'est pas constante. Donc ça, c'est des problèmes plus complexes où on va démarrer avec cette loi-là, puis on va faire d'autres choses. Vous pourrez quasiment toujours, vous pourrez toujours démarrer de ça. Mais si vous démarrez de ça directement, vous précisez que la masse est constante. Sinon, vous n'avez pas le droit. C'est comme en maths, si vous dérivez une fonction et que vous n'avez pas démontré qu'elle était continue avant, vous n'avez pas le droit de le faire. Ou préciser du moins qu'elle est continue. Ouais, vous voyez sur l'intervalle en question. C'est pareil ici en physique. On vient de démontrer ça et on sait que ça, c'est valable uniquement si la masse est constante. Donc ça, c'est la deuxième loi de Newton, un petit peu plus, on va dire, plus exploitable pour vous, parce que là, on voit que c'est l'accélération qui apparaît, vous connaissez tous l'accélération, la masse, vous savez tout ce que c'est, les forces, on vient de voir. Donc là, on va pouvoir s'en sortir plus facilement. Alors que la quantité de mouvement, initialement, vous n'étiez pas à l'aise avec ça, c'est logique, on ne l'avait jamais vu, mais là, vous voyez,
Ça va juste nous servir à faire cette démonstration-là. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de retenir celle-ci. Celle-ci, vous pouvez retenir la plus générale, mais vous pouvez surtout retenir celle-ci parce que c'est celle-là qu'on va toujours utiliser, mais attention, je le répète, hein, grossièrement, mais je le répète, il faudra toujours dire que la masse est constante dès qu'on utilise cette formule. Ouais, ça va? Bon, super. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Tout le monde est... C'est pas trop compliqué ce qu'on fait là? Là, c'est juste une petite démo. Je vous rassure, vous n'aurez, je pense, plus à la faire. Bon, je pourrais pourquoi pas vous la demander, mais vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Vous savez tous dériver ça en maths très facilement, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Alors, je vais effacer ça. Ouais, je vais effacer. Alors, on va passer maintenant à la troisième loi de Newton. Sur la troisième loi de Newton, on va aller extrêmement vite, parce que cette troisième loi, franchement, je pense que vous n'allez pas l'utiliser cette année, je pense pas. C'est pas qu'elle sert à rien, attention, hein, j'ai pas dit ça, mais on l'utilise pas beaucoup. En gros, cette troisième loi, c'est le principe des actions réciproques. Ça veut dire quoi? Si un système A exerce une force sur un système B, alors le système B exerce sur le système A une force telle que, en fait, ces forces sont identiques, la norme est identique, mais de sens opposé. C'est simplement ça que ça veut dire. On n'en aura pas grande utilité cette année. Vraiment. Vous avez un exemple juste en dessous. Donc ces deux forces, je dis, en donc même direction, même intensité, mais sont de sens opposé. L'exemple le plus classique, vous savez que la Terre et la Lune, bon, la Lune tourne autour de la Terre, mais la distance est à peu près constante entre les deux. Et bien, vous savez que si la Terre exerce une force sur la Lune comme ça, avec cette norme, alors la Lune exerce sur... attendez, je m'embrouille les pinceaux. Donc ici, si la Lune exerce sur la Terre cette force-là, alors la Terre va exercer sur la Lune cette force-là, qui sera exactement la même que celle-ci, mais de sens opposé. Elle veut simplement dire ça, cette troisième loi. Donc vous voyez qu'on peut l'utiliser souvent quand on étudie des astres, mais là encore une fois, nous on n'en aura pas trop d'utilité cette année. D'accord? Donc c'est juste parce qu'il faut l'avoir, vraiment, je vous le dis comme ça. On fera peut-être une application à un moment, mais vous voyez qu'il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Ouais, ça va pour tout le monde? Donc je ne vais pas aller plus loin. Cette force-là, on l'utilisera un moment. À la fin du cours, ça, on va s'en servir cette expression. Mais c'est que cette expression-là qui sera importante. C'est tout. Ouais, on verra ça après. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On peut avancer un petit peu? Parce qu'après, vous allez voir ce qu'on va faire, ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que ça enregistre bien. Je vais vérifier. Ouais, 18 minutes. On est bon. Je vais continuer un petit peu du coup. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop dit de bêtises. On peut continuer. Alors, on a démontré maintenant ce que... Enfin, je vous ai parlé de ces trois lois de Newton. On a vu 2-3 petites choses sur la deuxième qui va être importante. Maintenant, on va essayer de les utiliser, ces lois de Newton. Et on va surtout utiliser, nous, la deuxième loi de Newton. Et on va voir toutes les applications. Alors là, je vous le dis, c'est un moment très important de votre vie. Alors vraiment, vous allez voir que cette deuxième loi de Newton, elle nous permet de faire plein de choses. Et franchement, si je prends ce feutre-là, que je le balance au travers de la classe, cette deuxième loi de Newton, elle va être capable de me dire exactement quand est-ce que ce feutre va frapper, par exemple, le mur, avec quel angle, avec quelle vitesse, avec quelle accélération, voilà, plein de choses comme ça. Et c'est super cool parce que vous voyez le truc venir. On va être capable de prévoir des mouvements. Et si on est capable de prévoir des mouvements, par exemple, on va être capable de dire, tiens, dans je sais pas, 25 ans, il y aura une éclipse de lune ici, on la verra depuis Béthune, etc. Donc cette deuxième loi de Newton, elle nous permet de prévoir plein de choses. Elle nous permet de calculer évidemment des trajectoires si on étudie par exemple, je sais pas, le décollage d'une fusée, elle nous permet de faire plein de choses. Donc cette toute petite formule de maths, en fait, vous allez voir qu'elle est extraordinaire. Donc en fait, à mon sens, la deuxième loi de Newton en mécanique, je trouve que c'est
la deuxième plus belle chose qui soit arrivée à la physique en mécanique. Elle est vraiment géniale. Vous allez voir, hein, c'est extrêmement puissant. La première, je dirais que c'est tous les travaux d'Einstein sur la relativité qui nous ont permis encore d'aller un cran au-delà. Okay, donc vous voyez, c'est des choses là qu'on étudie avec vous, mais qui sont super importantes. Ok ? Il ne faut pas que ça vous fasse peur. On va faire pas mal de calculs après, vous allez voir, c'est toujours le même fonctionnement. Ouais ? Mais il n'y a rien de compliqué. Les maths derrière sont extrêmement simples. Mais c'est quand même des calculs. Alors, on va du coup appliquer dans un premier temps cette loi de Newton, la deuxième loi de Newton, pour des mouvements dans un champ de pesanteur. Donc un champ de pesanteur uniforme, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, la Terre crée en un point de son voisinage, c'est ce que je vous dis là, un champ de pesanteur petit g, défini par petit g égale P sur M. Vous savez que P égale M fois G, le poids. Donc nous, on va définir le vecteur petit g en transformant la formule, tout simplement. Et on vous dit P, c'est le poids d'un objet de masse M placé en ce point. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'ai ce feutre ici, il y a le vecteur champ de pesanteur petit g qui va s'appliquer sur, qui est là, qui va du coup avoir un impact sur ce feutre. Ce feutre, il va toujours tomber à la verticale du lieu où je suis. Okay ? Et la force qui s'applique sur lui, c'est le poids. D'accord ? Grand P. Ça, vous le savez tous. Mais en fait, donc vous voyez que P et G, c'est lié, hein, P égale M fois G, vous le savez. Et donc on vous dit que les caractéristiques du champ de pesanteur petit g sont les suivantes. Sa direction, c'est la verticale du lieu, comme le poids. Son sens, vers la Terre. Et sa valeur, ça dépend du lieu, mais souvent, c'est 9,81 à Paris, par exemple. À Béthune, ce sera quasiment pareil. Ça dépend de la latitude et de l'altitude. Ok ? Donc voilà, ça ne change pas beaucoup. Hein. Attention, on va peut-être avoir 9,78 si on est au niveau de l'équateur, ou que sais-je, d'accord ? Donc, nous, on va toujours prendre à peu près 9,81, même des fois, on va prendre 10 complètement, vous allez voir, ce sera suffisant pour nos calculs. Ok ? Voilà. Alors, du coup, le vecteur petit g, déjà, si j'ai à le représenter au tableau, il sera toujours dans le même sens, et dans la même direction. Il sera toujours comme ça. Voilà. Parce qu'il est toujours vertical, vers le bas, et vers le centre de la Terre, en fait. Ouais. Si je devais représenter la Terre, le vecteur petit g, il est toujours orienté vers le centre de la Terre. Toujours. Ouais. Donc moi, là, dans la classe, le centre de la Terre est là, donc je orientais toujours vertical, à la verticale du lieu. Ok ? Donc là, il faudrait que je prenne à la perpendiculaire du sol, mon vecteur petit g. Vous comprenez tous pourquoi ? Ouais, ça va ? C'est juste par définition comme ça. Le vecteur champ de pesanteur, il est orienté comme ça. Là, on voit bien qu'on a une perpendiculaire, là, une perpendiculaire, etc. Donc moi, si je prends la perpendiculaire du lieu vers le centre de la Terre, voilà, je vais toujours avoir ce vecteur petit g comme ça. Alors pourquoi j'insiste grossièrement sur le sens et la direction de petit g ? C'est que vous allez voir, dans les problèmes de mécanique, il faudra toujours placer petit g. Donc vous amusez pas à le placer comme ça. Hein. Je vais le faire ici parce que les autres vont pas voir. Petit g, on ne pourra jamais le placer comme ça, ni comme ça. Ça n'a aucun sens. Il sera toujours vertical vers le bas. Toujours. Ok ? Donc là, ça vous paraît bête ce que je vous dis, mais vous allez voir que ça va vous rendre service d'avoir toujours ça en tête dans les problèmes de mécanique. On est bon ? Bon, super. Alors, on va commencer maintenant à engager des choses un petit peu plus importantes. Alors, donc nous, on va le considérer souvent petit g comme un vecteur constant, hein, d'accord ? On ne va pas chipoter, il est à 9,81 dans nos... Si vous êtes bien d'accord, si j'étudie un mouvement ici, mon petit g, il ne va pas varier, hein, entre nous, c'est le même, hein, ok ? Ok, là, si je fais plusieurs milliers de kilomètres en direction de l'équateur, il va un petit peu changer. Si je vais en haut du Mont Blanc, il va un petit peu changer. Mais là, pour des mouvements à l'échelle de la classe, même de la ville, ça ne change pas. D'accord ? C'est 3 fois rien. Puis même si ça change, c'est au centième. Donc, c'est pas grand-chose. Ça ne va pas avoir un gros impact. Ok ? Alors, on va étudier maintenant un cas particulier. Donc on va étudier le vecteur accélération dans un premier temps dans le cas de ce qu'on appelle une chute libre. Alors une chute libre c'est quoi ? Et ça il faudra le retenir. Donc je vous dis c'est un peu magistral ce cours au départ, hein. Je vous explique beaucoup de choses mais on n'a pas trop chaud. Une chute libre, c'est en fait une situation dans laquelle uniquement le poids, je dis bien uniquement le poids, s'exerce sur un objet. Si je laisse tomber
ce feutre, on peut considérer que quand je l'ai lâché, il y a uniquement le poids de l'objet qui s'exerce sur lui. Il n'y a pas de réaction du support, il n'y a pas de... Moi, ma main ne touche plus, donc je n'exerce pas une force dessus, il n'y a rien. Alors, vous pouvez chipoter en me disant, il y a les frottements de l'air. Oui, c'est vrai. Mais ils sont tellement petits dans notre cas qu'on va les négliger. Donc en fait, lorsqu'on va parler de chute libre, c'est uniquement lorsque le poids s'applique sur le système. Ok? C'est ce qui est marqué là. Donc je vous dis en physique, l'étude d'un mouvement d'un point matériel A dans le champ de pesanteur uniforme, petit g, seule la force P s'applique. Donc, et ça, c'est traditionnellement appelé une chute libre. Donc en fait, lorsque vous faites des chutes libres dans un saut en parachute, c'est pas une chute libre. Hein. Parce que là, les vitesses sont tellement importantes et le volume de votre corps, la surface de contact avec l'air est tellement importante qu'il y a beaucoup de force de frottement. On appelle ça communément une chute libre. En réalité, il y a votre poids, ok, mais il y a aussi les frottements de l'air qui vont compenser un moment ce poids d'ailleurs. C'est pour ça que votre vitesse devient constante. Ok. Donc attention, une chute libre en physique, vraiment, il n'y a que le poids qui s'applique sur l'objet, rien d'autre. Ok, ça va? Bon. Alors du coup, regardez, c'est relativement simple. Si je vous dis dans un référentiel terrestre, considéré galiléen, machin, on applique la deuxième loi de Newton à un système A de masse m, si on applique cette deuxième loi de Newton, je vous ai dit qu'on peut l'écrire comme ça, on vient de le démontrer, et si on est dans le cas d'une chute libre, alors il y a uniquement le poids qui s'applique sur l'objet. Donc là, la somme des forces, c'est remplacé par le poids. Ok. Le poids, vous savez que c'est quoi? Vous savez que c'est mg. Donc dans le cas d'une chute libre, on a mg égale ma, donc a égale g. Ça va? Donc vous voyez déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vient de démontrer que l'accélération, s'il n'y a que le poids qui s'applique sur un système, c'est toujours égal à l'accélération de la pesanteur. Toujours, on vient de le démontrer. Donc c'est toujours petit g. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon feutre, il a une accélération de 9,81 mètres secondes moins 2. Ouais. Ça veut dire aussi que mon sopalin, si je le laisse tomber, il a une accélération de 9,81 mètres secondes moins 2. Toujours. Ok? Évidemment, ici, on néglige les frottements. Hein? Vous avez fait une petite expérience avec une feuille de papier et puis un feutre. Bon, ils ne sont pas deux en même temps parce que là, il y a beaucoup de frottements pour la feuille de papier. Ok? Ça va? Je suis clair pour l'instant? C'est pas des parties faciles. Hein? Et puis, vous voyez, c'est assez magistral. Je parle beaucoup. C'est un peu mathématique et tout. C'est pas extrêmement... Vous êtes un peu passif, ce qui est normal. Donc, c'est pas forcément des parties de cours qui passent très bien, mais on est obligé de les faire. Est-ce qu'on est bon jusqu'ici? Ouais? Bon. Alors, je vais couper la vidéo maintenant. 28 minutes.